Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes très nombreux, c'est super. Nous sommes ici pour parler pendant 1 heure du thème « La communication, maillon essentiel de la bascule de notre société ». Vaste thème, évidemment on ne peut pas le nier. Pourquoi on parle de ce thème? Tout simplement parce que la communication, peut-être encore plus la publicité, joue sur nos représentations. Ah, je vais essayer, ouais. Ça marche, je vais coller ça fortement. Donc je disais, oui, la communication et notamment la publicité joue sur nos représentations. On ne peut pas le nier, évidemment. Et donc nos cultures, nos modes de vie peuvent en découler. On le voit aussi avec les plus récentes régulations, la loi climat-résilience entre autres, une demande aussi de la régulation un peu plus forte de ce secteur. Et donc on est aujourd'hui ici pour se demander un peu comment est-ce qu'on rend la communication compatible avec la transition écologique, la lutte contre le changement climatique. Comment est-ce qu'elle peut participer activement au changement de nos modes de vie, créer une bascule aussi dans notre manière de voir les choses, de consommer entre autres. Et puis est-ce qu'elle peut elle-même opérer un tournant dans ses pratiques. Donc, enchantée, je suis Lucie Diomateur. Je serai l'animatrice pour cette heure et je suis accompagnée de 5 personnes très inspirantes du milieu. Tout d'abord, Yasmina Auburtin. Vous faites Bonjour. partie de l'écosystème Imagine 2050. Bonjour. Vous accompagnez les leaders culturels dans leur transition écologique notamment. Donc, vous proposez des outils de l'inspiration pour toutes les personnes créatives, artistes, etc., diffuseurs de contenu, pour les nouveaux imaginaires. Totalement dans le sujet d'aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je vais juste préciser que je vais tousser un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait un test, ce n'est pas le Covid, je souffre juste de quelques allergies. Voilà, je le dis parce que c'est un peu aussi le sujet du moment. Gilda Bonnel, vous faites partie de l'agence de communication RSE CIDIES, vous êtes président, mais aussi président de la Fondation pour la Nature et l'Homme depuis peu, il me semble, et président aussi de la commission RSE de l'ACC, Association des agences conseils en communication. Mylène Marchat, vous êtes directrice communication et RSE d'E-Media Center, donc vous conduisez des stratégies de communication et de développement durable de cette régie. Vous mettez à disposition des marques des solutions de communication publicitaire en magasins et centres commerciaux. Caroline Darmon, de Publicis, donc vous êtes directrice RSE de Publicis France. Vous avez pour mission d'accélérer, rien que ça, la transformation RSE de toutes les agences du groupe en France, évidemment d'accompagner les clients aussi dans leur transformation, qui est je switch ma petite page, un vaste programme. On en reviendra. Et pour finir, Mélissa Saint-Fort, vous faites partie du groupe TF1, vous êtes directrice RSE. Après, vous êtes spécialisée dans la production de spectacles pendant assez longtemps et vous veillez aux engagements du groupe en matière aussi de développement durable et vous pilotez la stratégie environnementale de ce groupe qui est TF1. Donc merci beaucoup à tous les 5 d'être présents. Première question pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc on l'a dit, on le sait, le rôle de la communication sur les imaginaires est très important. Comment est-ce qu'on rend désirable cette transition? Comment est-ce qu'on crée cette bascule de la société et comment on amène les gens à y participer? Vaste question. Peut-être Yasmina pour commencer, vu que c'est littéralement votre thème. Ouais, on dit beaucoup, la publicité, c'est la grande fabrique des imaginaires et donc le bras armé de la surconsommation et donc la grande responsable de tous ces récits qui nous envoient dans le mur. Mais c'est aussi beaucoup la réponse, en fait. La communication, elle peut se mettre au service de cette transformation, parce que là, il ne s'agit plus de se dire qu'on est dans la transition et qu'il va falloir faire quelques aménagements à la marge, mais vraiment, il faut tout remettre à plat et tout réinventer. Et la communication en général, la publicité n'est pas la seule. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi dans les médias traditionnels, en télévision notamment. Toute la communication, elle est vraiment vecteur et créatrice de récits qui vont nous permettre, nous, de nous embarquer dans des imaginaires collectifs. Et donc, son boulot, là, maintenant, et il y a une vraie prise de conscience maintenant au sein de ces professions, que ce soit dans les médias ou dans la communication, il va falloir justement rendre tout ça désirable. Moi, je parle de sexification, carrément, parce qu'il va falloir mettre beaucoup d'éros dans tout ça. La communication, c'est aussi la fabrique du désir. C'est nos cadres de pensée, certes, mais c'est aussi nos cadres d'envie, de désir, de plaisir, de joie. Et donc, il va falloir aller explorer tout ce qu'on a à gagner, en fait, dans cette grande transition, parce qu'on parle d'imaginaire sobre, on imagine tout de suite tout ce qu'on va perdre. Or, il y a plein de richesses dans ces nouveaux imaginaires qu'on doit explorer pour laisser derrière nous le business as usual
commence à se fissurer parce qu'on se rend compte quand même que ça nous envoie dans le mur. Abandonner aussi peut-être cette idée, et c'est aussi urgent, que la technologie va nous sauver et que dans d'autres modes de vie qui existent par-ci, par-là, on n'est pas sur des utopies qui sortent de l'imagination de deux, trois activistes. Il y a vraiment dans le monde des gens qui expérimentent des nouvelles façons de vivre, de nouvelles relations aux vivants qui nous entourent, humains ou non humains. Et puis la communication et la force des équipes créatives qui y travaillent peuvent tout à fait se mettre au service de ces nouveaux idéaux qu'il faut avoir au pluriel pour avoir une biodiversité aussi de modèles qui nous donneront envie d'embrasser vraiment ces nouveaux modes de vie, à la fois respectueux des limites planétaires et de la dignité humaine aussi. Super, merci beaucoup. Gilda, il me semble que vous aviez un avis notamment sur les nouveaux récits. Vous, justement, avec toutes vos années d'expérience, qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveaux Oh là là, c'est sympa, les quelques années d'expérience. De nombreuses années d'expérience. Non, mais alors, pour mettre un peu de piment rapidement dans cette table ronde, parce que sinon, vite, on s'ennuie. Entre nous, il faut quand même qu'on se dise des choses. Moi, comme j'ai quelques années d'expérience sur le sujet, j'en ai un peu marre de ces nouveaux imaginaires. Et Dieu sait comme j'en ai parlé, parce que je m'inquiète un petit peu de l'état social, de l'état psychologique, psychique de nos concitoyens, et que j'ai très peur des injonctions que quelques cols blancs, CSP+, bien triés, parlant anglais, que nous représentons dans cette salle, quoique mon anglais est assez nul. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'on imagine projeter au monde? Et en fait, la responsabilité des communicants et des gens de la RSE qui travaillent, on va y revenir avec la communication, comment est-ce qu'on attrape ce sujet-là qui est certes de faire passer des messages, de faire émerger de nouveaux modèles. Alors, je préfère des nouveaux modèles que des représentations, parce que et donc, je voulais rebondir sur un truc qui s'est passé cet été. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. C'est Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, toi tu sais, qui a dit une phrase insensée qui est alors, je l'ai noté pour ne pas l'écorcher, mais c'est on veut fabriquer, ou en tout cas véhiculer, sa phrase, c'est on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Alors, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Le Figaro a surréagi dans une tribune en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette télévision publique qui a l'intention de projeter quel modèle ?» Mais en fait, nous, les communicants, on a un métier qui est quand même assez simple et complexe et à la fois passionnant. C'est qu'à la fois, on a des messages à faire passer, des propositions de valeur, des promesses, pour revenir sur ce que tu tirais comme fil à l'instant. On a des choses à dire, mais on a surtout la nécessité d'être à la hauteur des publics à qui on s'adresse. Et aujourd'hui, à l'heure où la tension sociale, où la fracture sociale réapparaît dans notre pays et où on voit se séparer des blocs, il faut qu'on réfléchisse très bien ici à la question de finalement, est-ce que nous avons une intention, Caroline le racontera peut-être mieux que moi, mais est-ce que notre intention, c'est de faire de la RSE dans la publicité, c'est-à-dire il faut mettre des gens de couleur, il faut mettre des handicapés, peut-être un transsexuel, bon, bref. Quelle est l'intention que nous voulons véhiculer dans nos communications aujourd'hui? Heureusement que je te connais par cœur. Ouais. Alors que on doit se préoccuper de la façon, de la capacité, de l'envie qu'ont les publics extrêmement divers dans leur parcours de vie, dans la capacité qu'ils vont entendre, recevoir, comprendre les messages qu'on leur véhicule. Voilà, je mets ça sur la table dès le début parce que je trouve que c'est important qu'on n'oublie jamais que quand on vend du bio, il y a 20% des Français qui font leur caddie à 1 euro près. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans une crise sociale incroyable. Et alors vraiment, le sujet, c'est 30% des Français sautent un repas par jour. Bon, bref, je suis monté sur mon cheval. Voilà, je voulais juste dire ça. Je pense que c'est une partie importante de notre métier.
Pas de souci, merci pour ce piquant. Pour un aspect, pour rebondir, notamment Mylène et Mélissa, peut-être un point de vue un peu plus éditorial aussi, je dirais presque un peu médiatique. Quel est votre point de vue là-dessus? Parce qu'on le sait, hein, le rôle éditorial, médiatique, il est central, il est très important. Quel est votre point de vue? Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, tu parlais des Français et de... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Collé au Ok, menton. comme ça, très bien, comme ça. Ouais. Et donc moi aussi je tousse Yasmina, donc ne vous inquiétez pas. En fait, la problématique de ce que les Français sont capables de comprendre ou pas, la problématique d'audience qu'on a évidemment chez TF1, c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a tout le temps. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans un débat en interne de est-ce que telle population qui est peut-être plus âgée, qui va peut-être avoir plus peur de tel ou tel sujet, est-ce que ça va être anxiogène si on leur parle de ça ou ça? Mais est-ce que les jeunes ont telle attente? Et en même temps, les jeunes, ils sont contradictoires. Ils sont aussi sur les réseaux sociaux à regarder des influenceurs qui surconsomment des trucs complètement inutiles. Donc, c'est pas évident de réellement cerner ce qu'attendent les gens. Et donc, nous, on a un rôle et une responsabilité forte à prendre pour nous les éduquer, les sensibiliser, faire de la pédagogie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contradictions dans toutes ces tranches d'âge et toutes ces problématiques aussi de CSP, entre des familles qui sont à 1 euro près. Et donc, si on les martèle constamment avec les problématiques de malbouffe, mais qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement, comment on fait? Et nous, pour le coup, on n'a pas la main sur les produits au final qu'ils vont acheter. On peut les relayer en publicité, voilà, mais on n'a pas la main. Et par contre, nous, on peut jouer aussi sur les récits, donc dans nos fictions, là où on peut relayer les nouveaux imaginaires, la transition écologique, un futur plus désirable. Néanmoins, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on manque de réception de récits de ce type-là. C'est-à-dire que les producteurs, les scénaristes, les auteurs, c'est aussi toute la filière qu'il faut embarquer là-dedans. Et on ne croule pas sous les dossiers de production qui relaient ça naturellement dans leur scénario. Donc on essaye de le faire en travaillant avec différentes personnes comme toi ou d'autres, de distiller dans des séries quotidiennes type Ici tout commence ou Demain plus belle la vie qui revient, où dans naturellement certaines scènes, certains personnages, certains métiers vont être différents, ou alors ils vont faire de la permaculture, on va distiller des choses comme ça, parce que c'est un moyen comme un autre finalement de montrer un nouvel avenir plus désirable. Mais c'est un sujet, on est toujours sur le fil en fait. Voilà. Ouais, nous aussi, pour compléter, hein, donc, nous, on va essayer de prendre le contre-pied de ça, on n'a pas la main, parce que nous, en tant que régie Retail Média, on a aussi un rôle pédagogique et nous, on va le travailler aussi via l'éditorialisation. On a des écrans dans les hypermarchés, dans les supermarchés, dans les centres commerciaux. Et en fait, on a un relais des messages auprès des consommateurs. Il faut savoir qu'il y a encore 84% de Français qui font encore leurs courses au moins une fois par semaine en magasin. Et une fois que ce Français il est dans le magasin, ils prennent une décision d'achat. Il y a 8 Français sur 10 qui se disent « finalement, je vais changer d'avis une fois que je suis dans le magasin ». Donc, on a un rôle clé. Et l'idée, nous, c'est de se servir de cette posture de notre activité aussi pour pouvoir influencer sur ces comportements des consommateurs, puisqu'on se dit mais on n'est pas fataliste finalement et il y a une vraie opportunité sur le dernier kilomètre. Et donc, je vais parler au nom d'E-Media Center, mais en ce qui nous concerne, je vais un peu casser l'image. Nous, on n'a pas que des contenus commerciaux des marques, mais on va réfléchir aussi à des messages beaucoup plus serviciels qui vont travailler sur l'engagement, sur d'autres comportements. Par exemple, on va dédier une partie des contenus qu'on va laisser à la main du magasin, c'est-à-dire qu'ils vont promouvoir des contenus beaucoup plus locaux, qui vont soutenir le tissu locatif. On a une seconde partie qui va être des contenus titre, on va dire, gracieux. On va soutenir des associations. On soutient environ une douzaine d'associations par an. Ça peut aller des Restos du Cœur, Sœur Emmanuel, un nombre divers et varié d'associations. Et enfin, il y a une dernière partie où nous, on se dit, on est maître aussi de nos messages et de la communication qu'on va faire passer. Donc, sur ces messages-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va défendre aussi nos terrains d'engagement, nos valeurs à nous. Et très concrètement, ça va être, par exemple, une capsule vidéo sur quels sont les fruits et les légumes de saison, sur le thème du mieux manger. Et parfois, on va accompagner ça avec un partenariat, par exemple, avec Joe, qui va, avec les légumes de saison, produire aussi des mini-recettes. Sur le mieux bouger, on va travailler avec Decathlon, par exemple, qui va nous faire des petites vidéos avec un coach sportif pour mieux bouger, mais ça peut être aussi des messages d'info santé publique ou alors d'appel à la vote aussi, d'appel au vote, pardon, quand il y a une élection. Mais en ce sens, on dit qu'on n'est pas fataliste et on a une vraie responsabilité.
Ok, merci beaucoup. Pour rebondir notamment, Caroline, entrons dans le sujet un peu plus métier, et justement en tant que représentante de Publicis, comment est-ce qu'on fait bouger les pratiques? Comment est-ce qu'on mobilise, peut-être même rassurer les communicants, les acteurs du milieu par rapport à leur métier face à tout ça, de se dire, voilà, est-ce que mon métier existera encore ou pas? Comment il va bouger? Comment on gère un peu tout ça selon votre point de vue? Déjà en les rassurant. Donc nous, on va dire que la population la plus importante à faire bouger, ce sont les créatifs chez nous, qui, il est vrai, depuis un certain nombre d'années, se trouvent avec plein d'injonctions de tous les côtés, de contraintes, etc., en termes de messages à faire passer, de contraintes légales, etc. Donc nous, on arrive et potentiellement, ils disent « oh, ça y est, c'est bon, encore une contrainte ». Donc, on a un vrai sujet de les embarquer, en effet, là-dessus. Et du coup, pour moi, il y a deux problématiques. Une première qui est il faut expliciter ce qu'on met derrière nouveaux récits et imaginaire collectif, parce que comme ça, potentiellement, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai échappé à Madame Ernotte et à sa phrase de cet été, mais nous, ce qu'on doit, c'est montrer la société telle qu'elle est, donc y compris en diversité. On n'est pas obligé de faire l'un ou l'autre. Pour nous, c'est vraiment global. Mais donc, déjà, montrer la société telle qu'elle est. Et pour nous, les nouveaux récits et imaginaires collectifs, je me tourne vers Yasmina parce qu'on travaille beaucoup ensemble, c'est déjà des choses qui existent aujourd'hui, mais qu'on n'a pas encore le réflexe de mettre en termes de messages, en termes de représentation, dans nos pubs, dans nos contenus, etc. Donc, est-ce que vous avez, pour reprendre des exemples que tu cites de temps en temps, est-ce que vous avez déjà vu une histoire d'amour dans un autopartage, avec un blablacar ou je ne sais quoi? Enfin voilà. Et donc, c'est déjà faire comprendre aux créatifs que non, ce n'est pas des choses qu'il faut inventer, parce que potentiellement, c'est ça dont ils ont peur. C'est en effet d'inventer demain, alors qu'il s'agit déjà de montrer aujourd'hui tel que c'est et telles que les solutions qui existent aujourd'hui. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et surtout, leur expliquer que c'est un super nouveaux jeux créatifs où ils vont pouvoir s'éclater et faire des nouvelles choses et que ça ne sont pas des contraintes, mais au contraire un vrai terrain de jeu nouveau. Ouais. Et donc, pour ça, on fait plusieurs choses. Et une des choses qui a été vraiment... il y a eu un avant-après, très clairement. Le 5 juillet dernier, on a fait une journée entièrement dédiée pour l'ensemble des collaborateurs de Publicis France sur ces sujets de nouveaux récits imaginaires collectifs. Et on avait demandé à Yasmina et Com de venir faire une conférence pour le coup vraiment dédié à nos créatifs, pour leur faire comprendre, déjà bien au cas où il y avait encore besoin, les secouer un peu pour comprendre dans quel monde on était aujourd'hui et comme quoi le mur de toute façon était là, il allait se rapprocher, et surtout quel était le rôle magnifique que en effet les communicants pouvaient jouer là-dessus, puisque je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais oui, on a poussé à la surconsommation pendant des années. Et donc maintenant, le sujet, c'est d'utiliser les mêmes moyens pour embarquer les gens, mais pour, entre guillemets, aller vers une transition écologique, sociétale, etc. Donc, on sait faire, maintenant il faut le mettre au bon endroit, et surtout de leur montrer qu'en effet, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux récits, montrer des exemples qui existent déjà et des exemples qui existent aussi déjà chez Publicis. Et donc cette conférence, on était hyper contents parce qu'il y a 300 créatifs qui sont venus. Et autant vous dire que c'était une vraie réussite, que moi j'ai jamais autant entendu parler de sujets après cette conférence enfin voilà, ça a été un vrai. Donc c'est pour ça que je dis il y a un vrai avant-après. Après c'est juillet, donc on va voir si les vacances passant au milieu, ça n'a pas bougé. Enfin voilà, c'est vraiment resté d'actualité. Mais donc voilà, l'après-midi, on avait aussi des ateliers sur ce sujet pour comprendre c'est quoi un stéréotype d'image de ce qu'on montre dans l'environnement. Ok, on veut montrer l'environnement, on va montrer du vert, on va montrer une planète dans des mains. Enfin voilà, des choses sur lesquelles il faut qu'on casse ces stéréotypes et sur lesquelles là aussi le terrain de jeu est énorme. Et le soir, pareil, on avait là pour le coup une conférence qui était pour tous les collaborateurs, mais surtout aussi pour tous nos clients et toutes nos parties prenantes, avec pas mal de monde. Et pareil, là c'est pareil. Alors on a eu donc un certain nombre de personnes qui étaient le jour même et plus de 400 personnes qui ont déjà vu le replay, que je vous invite à revoir, parce que ça permet d'avoir, après j'arrête de parler, ça permet d'avoir en effet une base de qu'est-ce qu'on entend par là, quels sont les moyens, les leviers sur lesquels on peut s'appuyer, et puis comment est-ce que c'est adressé par finalement énormément d'acteurs au niveau de la culture au sens large, dans lequel est la communication. Merci. Oui, effectivement, le thème des parties prenantes est aussi important. On y reviendra un peu plus tard. Peut-être Mélissa, justement, chez TF1, comment vous vous mobilisez, vous, en interne, sur ce sujet ?
Alors, c'est un mix un peu de tout ça. On a fait aussi des conférences avec Yasmina, Imagine 2050 et autres. En fait, il faut embarquer, ça lie un peu à ta question d'après sur les parties prenantes, mais on avait besoin de sensibiliser déjà évidemment nos équipes en interne, donc que ce soit les équipes de la régie et aussi tous nos conseillers programmes à cette problématique de nouveaux récits, parce que même si eux sont en lien avec des producteurs, des scénaristes, etc., il fallait qu'ils comprennent aussi à la fois déjà juste la base. Donc on a commencé par la fresque du climat pour qu'ils soient bien conscients de la problématique climatique, et là on est en train de les former à tous les sujets de nouveaux imaginaires. Avec la régie, en fait, la régie a créé avec YouMatter la fresque de la publicité, parce qu'il fallait aussi embarquer chez nous nos commerciaux, mais nos annonceurs et les agences de pub qui travaillent avec ces annonceurs. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout seul avoir cette responsabilité et espérer changer les modes de consommation si de toute façon les pubs qu'on diffuse à l'antenne ne changent pas. Donc on a créé la fresque de la pub qui a été déployée aujourd'hui, pas que chez TF1, mais librement en externe par vous, par d'autres, dans plein d'agences, chez plein d'annonceurs. On a créé aussi un fonds qui s'appelle Ecofunding, où en fait certains annonceurs abondent ce fonds avec nous, et on a créé donc des capsules vidéo, de la publicité, pour expliquer aux spectateurs les labels éco-responsables, pour qu'ils s'y retrouvent aussi un peu plus dans toute cette jungle de le Made in France, le label bio, le machin. C'est un mix vraiment de tous ces interlocuteurs, et c'est ça par contre qui prend du temps. Je trouve que là on est sur une vraie accélération, mais ça prend du temps de former 2000 personnes en interne, de former des personnes qui vont plus travailler à l'artistique, des personnes qui sont plutôt des commerciaux, de former les annonceurs eux-mêmes qui doivent faire leur propre transition sur leur chaîne de fabrication. C'est quand même ça prend des années. Et que derrière, ensuite, ils changent leur manière de communiquer, parce qu'un spot, la pub chez nous, chez vous aussi, majoritairement, c'est très souvent une vidéo de 30 secondes, ou une affiche, ou une parution presse, etc. Donc comment, dans un message aussi court, on relève finalement la transformation d'un éventuel produit, ou comment on ne fait pas du greenwashing. C'est pas évident non plus. Effectivement. Gilda, je vous vois en pleine réflexion. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'écoute. La difficulté quand on est comme ça à raconter nos métiers, c'est qu'on a du mal à dire que c'est extraordinairement complexe de répondre aux attentes économiques. Tous les gens de la RSE dans cette salle savent bien, on est pareil, pareil que vous. C'est-à-dire des directions générales qui nous disent d'avancer, que c'est super, et puis dès qu'on arrive à toucher un tout petit peu du modèle économique, à ce moment-là, ça se crispe. Et c'est compliqué. Donc moi, je salue ce que fait TF1. On a beaucoup travaillé avec vous sur ces sujets-là. C'est très important que les acteurs de la filière de la publicité, de la communication et des médias s'engagent sur ces sujets. Mais on est quand même à un moment donné face à ce que disait Yasmina. Notre boulot, c'est aussi de créer une promesse, de mettre en scène une promesse. Quand Renault vend une bagnole, il y a une promesse de confort, de sécurité, de statut, de bonheur. Bon, bref. Et donc, comment est-ce qu'on arrive, nous, en tant que conseil en communication, ou conseil artistique, ou sur le fond, et les médias en font partie, comment, dans cette chaîne de valeur, on arrive à trouver de la puissance pour dire aux acteurs économiques qui nous font vivre, attention, là, vous êtes en train de continuer dans un modèle qui ne fonctionne plus, ou qui, à terme, ne fonctionnera plus. Et on est, comme vous tous, avec des tout petits bras. Il faut juste avoir beaucoup le courage de dire, et de leur dire, ça passe pas. Voilà. Et on aura beau se vanter de tous nos efforts, de nos engagements et de nos initiatives pour mesurer les émissions carbone de nos productions publicitaires, et de faire en sorte qu'on mette bien les labels un peu plus gros sur nos écrans, on aura quand même toujours ce paradoxe d'être confronté à une machine économique qui, vous le savez ici, a beaucoup de mal à se confronter à quelle est la promesse qui va se substituer à la promesse du bonheur consumériste, c'est-à-dire une promesse de lien, d'un nouvel art de vivre, de culture, d'une vie différente, qui soit autre. Et nous, on est un tout petit régiment, mais on fait ce qu'on peut. Non, mais on fait ce qu'on peut, forcément. On fait ce qu'on peut, mais il faut y aller aussi. On ne peut pas, en effet, changer du tout au tout. On parle c'est parce que j'ai vu bascule est essentiel. Ouais, on parle d'un modèle économique aujourd'hui qui n'est pas...
très clairement dans ce sens-là. Pour autant, moi, en tout cas, je crois aux petits pas aussi, aux petits pas avec des annonceurs qui comprennent. Donc, même si ça ne va pas être 100% de leur communication sur le sujet, tu citais Renault, on a quand même réussi à convaincre Renault de faire ensemble une campagne de communication qui met en avant un véhicule électrique et qui dit ne l'utiliser que si vous en avez besoin et dont la voiture ne bouge pas. C'est pour ça que je te passais la main, oui, on avait gentil, préparé. C'est gentil, c'est gentil. Donc voilà, et c'est un petit pas. Je ne dis pas qu'on fait ça sur tous nos annonceurs et qu'on le fait dans toutes les communications, mais c'est à force de faire ça quand on a Orange qui fait son film de Noël sur recycler et le fait de récupérer les téléphones portables. C'est la première fois qu'un grand opérateur met ça au moment de Noël, c'est-à-dire là où il fait plus d'un quart de son chiffre d'affaires. Donc, ouais, c'est des petits pas, mais moi, j'y crois. Oui, Yasmina, j'ai bien envie de rebondir là-dessus parce que ce qui est intéressant, et moi, je crois que voilà, pour que ça marche dans le bon sens, il faut les deux jambes. Et l'autre jambe, c'est d'autres professionnels de la création qui font les contenus et qui eux sont beaucoup moins dans ces contraintes-là. Ils répondent beaucoup moins à un brief d'annonceurs et ils ont toute la liberté de raconter ce qu'ils ont envie de raconter dans leurs histoires. Donc si dans ces histoires, ça me rappelle la blague de Coluche, vous vous rappelez, et dire qu'il suffirait qu'on ne les achète pas pour que ça ne se vende pas. Finalement, et dire qu'il suffirait qu'on n'achète pas. Donc si dans plein d'histoires, nos rôles modèles, nos héros, les intrigues, nous embarquent dans des histoires qui, naturellement, font qu'on sera moins porté vers de la surconsommation, par effet levier, ça fera bouger aussi les espaces publicitaires. Moi, je suis fascinée, je ne sais pas vous, regardez la télé, parfois, je trouve que les publicités en racontent plus sur l'environnement que les programmes eux-mêmes. On est arrivé à ce degré un peu d'aberration-là, où même quand on a une liberté éditoriale, quand on est journaliste, que ce soit dans l'information, dans le magazine, ou quand on est scénariste ou producteur de fiction, elle est là, cette liberté-là. Donc c'est pour ça que nous, on a aussi envie de former beaucoup les artistes, et je te rejoins sur les projets qu'il va falloir mettre en pépinière et qui intègrent aussi tous les enjeux d'une narration qui marche bien, avec des antagonismes, avec des cliffhangers, et puis tout ce qu'il faut pour faire une bonne histoire. Et donc, c'est en agissant sur ces deux terrains-là qu'on va pouvoir, par effet levier, rebond les uns et les autres. Moi, c'est pour ça que je crois autant à la transition dans les programmes que dans celle dans l'information, que dans celle dans la communication. Voilà, un triptyque gagnant pour fabriquer un nouvel imaginaire. Merci beaucoup. Mylène, justement, pour faire un peu le pont, donc là, on a un peu évoqué les parties prenantes, mais quand on est agence, justement, quand on accompagne des annonceurs, vous l'évoquiez un petit peu, hein, la difficulté, quels sont les leviers d'action, comment on fait justement pour aussi éduquer, acculturer, entre guillemets, ces annonceurs, son écosystème, à faire des choses plus engagées, plus impactantes, comme on dit? Alors, moi, juste avant, je voudrais revenir sur l'expression de Caroline des petits pas. Nous aussi, c'est clair qu'on est totalement convaincus de ces petits pas. Finalement, la consommation responsable, elle ne sera possible que si cette idée de consommation responsable, elle est défendue par tous et conjointement. Et on a une accélération aussi des transformations. Alors, pas forcément le même niveau d'accélération en fonction des industries et des annonceurs. Mais il est vrai que changer aussi son business, finalement, c'est faire des choix. Et nous, on a notre rôle à, finalement, comment est-ce qu'on peut inciter à faire ces choix. Ça veut dire que, finalement, il faut qu'on se regarde, il faut être critique envers soi-même. Il faut aussi qu'on accepte de se faire challenger par l'extérieur. Et c'est comment je vais transformer mon business. Il y a beaucoup de partenaires, de marques qui ont aussi à cœur de faire évoluer leurs pratiques. Nous aussi, par exemple, il y a 3 ans, on a fait une charte d'engagement qui s'appelle Éclairons demain, dont le but aussi est de guider nos actions vers des actions plus durables, plus éthiques et plus engageantes. C'est comment être plus durable, comment est-ce qu'on va limiter notre impact, comment être aussi plus utile, comment être moteur de la communication
engageante et comment être plus éthique et humain, donc comment se positionner aux côtés d'acteurs du changement. Et si, pour revenir à votre question, si là on devait aussi engager, c'est aussi d'une part c'est mettre à disposition des leviers aussi des marques pour qu'ils aient les moyens de pouvoir passer sur des actions plus responsables. Un exemple très concret, par exemple, on met à disposition chez nous des calculatrices d'impact carbone des campagnes DOH, où on est capable de savoir avec finesse, on établit l'impact carbone des campagnes, et aussi c'est un objectif aussi de transparence finalement entre l'agence, la marque, la régie. On va aussi travailler sur cet esprit aussi de confiance et de transparence. Il y a d'autres outils. On a lancé le Do for Good, par exemple, qui est le premier écran contextualisé et solidaire in-store. Ça veut dire finalement que, très concrètement, Immedia Center et la marque vont reverser 5%, tu en parles aussi tout à l'heure des mêmes mécaniques, à une association du choix de l'annonceur. Et donc, c'est par tous ces petits pas aussi qu'on y arrive. Merci. Caroline, justement, pour rebondir, est-ce que vous, chez Publicis, ça vous parle aussi? Est-ce que vous avez d'autres leviers pour accompagner les clients et les marques? Oui. On a un levier qui est un levier ministériel du CGDD pour embarquer nos annonceurs aussi sur le sujet, qui est le contrat climat. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vrai que notamment à la ACC, on défend vigoureusement ce contrat climat. Donc, je vais essayer de le faire en très court. C'est quelque chose qui a été inclus dans le cadre de la loi climat et résilience sur tout ce qui est communication, et c'est d'engager en fait tous les acteurs de l'écosystème de la communication, donc les agences, les régies, les médias, mais aussi et surtout les annonceurs, pour une communication responsable. Donc une fois qu'on a dit ça, ok, il y a quoi derrière? Il y a 5 axes qui engagent énormément. Le premier, c'est quels sont les produits, les services que vous allez mettre dans vos communications et qui sont à impact moindre pour l'environnement. Donc, on n'est que sur la partie environnementale. Le deuxième, c'est quels sont les comportements, quels engagements vous faites pour mettre en avant des comportements plus responsables. Le troisième, on est plus sur la production responsable. Le quatrième, sur la formation à la communication responsable. Et le 5, c'est un pot pourri où on peut mettre aussi tous les sujets médias classiques, mais il n'y a pas un 5e spécifique sur les médias. Mine de rien, ces contrats climat dont il y a encore un gros sujet de notoriété, de mise en application, etc., puisque on est loin du compte, ne serait-ce que sur les secteurs qui sont dans l'obligation de le faire, à savoir l'automobile et l'électroménager. Surtout les annonceurs qui sont loin. D'insister sur le petit sujet. Non, mais c'est vrai. Les agences ont plutôt très bien fait le job. Et les annonceurs, il n'y a que 12% des annonceurs assujettis par la loi qui sont... On a un peu augmenté, Bon, enfin bref, c'est faible. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on met en avant ceux qui ne l'ont pas fait plutôt que ceux qui l'ont fait, en fait, quand on va sur le site. Mais il faut aller sur le site, il faut connaître le site. Aller sur le site. Mais déjà, le name and shame, ça commence à entrer, c'est pas mal. Mais en effet, il y a un gros sujet au niveau des annonceurs. Et en fait, quand on essaye, donc nous, on essaye de faire, entre guillemets, la pub de ces contrats climat, et on accompagne pas mal de nos clients dans l'écriture de ces contrats climat pour que les engagements, qui sont des engagements volontaires, soient des engagements qui disent réellement quelque chose et qui engagent quand même un minimum. Mine de rien, le fait de se poser sur ce contrat climat, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir en se disant « Ah oui, c'est vrai, je pourrais mettre beaucoup plus de part de voix et m'engager à mettre une part de voix plus importante sur l'ensemble de, par exemple, mes véhicules électriques. » Ce qu'a fait Renault, je vous invite à aller voir leur contrat climat, tout est libre d'accès. Ça va aussi les poser aussi sur tous ces sujets de comportement plus responsable à mettre en avant dans leur communication. Et donc, du coup, voilà, c'est un moment où on peut discuter avec eux à part, en dehors d'un brief. Et du coup, il y a une prise de conscience souvent plus forte à ce moment-là que quand on est devant un brief, souvent un peu en retard, le brief par rapport au délai derrière, et où du coup, il faut vraiment avancer vite et qu'on peut mettre de côté ces sujets-là dans un premier temps. Merci beaucoup. J'accélère un tout petit peu pour qu'on ait le temps de prendre une ou deux questions. Mais là, c'est la petite question un peu poil à gratter, mais on ne peut pas l'ignorer. La régulation, ça fait le pont avec ce qu'on disait. On sait que certaines associations demandent, par exemple, des mesures législatives un peu plus fortes. On l'a vu avec la loi climat-résilience. C'était un peu le début de dire qu'il faut un peu cadrer plus ce secteur. Certains même en sont à dire peut-être interdire carrément la publicité à certains secteurs. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'à votre avis, ça peut aider la bascule? Est-ce que l'autorégulation ou la régulation sont suffisantes ou pas? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? On a un peu discuté du name and shame, mais voilà, par exemple, Mélissa, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, spécifiquement sur la télé, faut savoir qu'on est déjà très, très, très régulé et beaucoup plus que le digital. Hein. Si je prends les GAFA, les réseaux sociaux, les influenceurs, il y a 0 régulation. Il n'y a pas de validation des spots par la RPP, il n'y a pas tout ça. Donc, nous, il faut savoir que dès qu'il y a une régulation, de toute façon, on la suit, on la subit. Et donc, s'il y a un secteur interdit, il sera interdit. Maintenant, c'est vrai que sur l'automobile, ça n'a pas été aussi loin que ce qui avait été demandé par diverses associations. Et aujourd'hui, c'est vrai que je reprends ton exemple de Renault. On n'est pas dans une posture où on peut dire à Renault, on ne vous diffuse pas, ou non, là, votre spot ne passe pas. Donc, on peut les accompagner, les sensibiliser, les fresquer, travailler avec Publicis. Mais on a une problématique, nous, derrière, de modèle économique, tu en parlais, où aujourd'hui, les médias privés ne vivent que par la publicité ou éventuellement l'abonnement pour certains. Et on n'a pas trouvé d'autres solutions si on veut continuer d'exister en tant que média. Et c'est aussi ces budgets-là qui nous permettent derrière d'avoir une information de qualité, de relayer ce qui se passe au Maroc tout le week-end et de relayer plein d'associations, d'inviter le patron des Restos du Cœur le week-end dernier pour en parler aussi. Enfin, en fait, c'est via le budget de la régie publicitaire qu'on produit des contenus de qualité, qu'on produit de l'information de qualité, qu'on met en avant des fictions avec des nouveaux imaginaires. Donc, aujourd'hui, moi, je rêverais à la limite que la RATP, la SNCF, les trottinettes, le gouvernement mettent autant de budget chez nous pour, à la limite, parler de mobilité, de covoiturage et tout, pour compenser si demain, un jour, Renault ou Peugeot devaient mettre moins chez nous. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc, sur la régulation, pour nous, il faudrait déjà qu'il y ait plus une régulation plus juste, en fait, pour qu'elle soit équilibrée. Parce que derrière, si Renault communique plus chez nous, ils vont le faire sur les réseaux sociaux, sur le digital, en influence, et ils vont le faire autrement. Il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de... Enfin, voilà. Donc, s'il y a une régulation, il faut qu'elle soit équitable sur tous les modes de médias possibles. Après, il faut savoir que nous, sur nos publicités, on a plus de 26% de nos spots de pub qui relaient un message éco-responsable de la part des annonceurs. Alors qu'il y a 2 ans, on était à peine à 13%. Donc, ça a fait x2 parce que les annonceurs ont compris. Et je parle de trucs vraiment contrôlés par la RPP, pas juste du greenwashing ou des mots genre bio ou machin. C'est vraiment des messages très spécifiques sur des labels, des choses validées par l'ADEME, etc. Au même titre que dans l'info, on a 3 fois plus de sujets dans nos JT d'info sur le climat qu'il y a 2 ans. Donc la régulation, pourquoi pas, mais derrière, on rentre dans un sujet qui est très vaste, qui est, je sais pas, je prends l'alimentaire, est-ce que Nutella, faut l'interdire? Est-ce que, en fait, la liste est infinie de produits qui sont plus ou moins nocifs, on va dire, pour notre transition écologique. Donc l'excès de régulation, à voir derrière, sinon on arrive à trouver une bonne transition pour notre modèle économique à nous et pour que cette régulation elle soit équitable sur tous les médias. Mais c'est un sujet aussi qui est là et complexe, et la télé subit déjà beaucoup plus de régulation que les autres. Et de contraintes du contrat climat, où nous on a pris des engagements plus forts que ce qui était demandé par l'ARCOM, et on est la chaîne qui a été le plus loin sur ce sujet-là aussi. Donc, ça arrivera forcément, on en parlait juste avant d'arriver, et puis c'est déjà arrivé sur l'alcool, la cigarette. Je pense que tous les médias se disaient, surtout en télé, comment on va résister. Ils ont réussi. Bien sûr, mais du coup, c'est venu par la régulation. C'est vrai que nous, on ne peut pas de toute façon faire de refus de vente aujourd'hui. Et on ne peut pas, du coup... aujourd'hui, nos top annonceurs, c'est Renault, Peugeot, L'Oréal, LVMH, etc. Vous les connaissez. Donc, à eux aussi de se transformer à la fois avec les agences et donc les créatifs pour montrer autre chose dans leur pub et transformer surtout leurs produits en tant que tels. Et ça prend des années. Et peut-être qu'il y a un sujet de brand content ou d'accompagnement aussi, nous, dans les sujets d'info, peut-être, ou dans les docus, sur expliquer leur transition. Parce qu'il y a des marques qui le font vraiment. C'est juste que ça prend 10 ans de changer une chaîne industrielle telle que celle d'un shampoing ou d'une voiture, donc ils ne peuvent pas se transformer en 2 secondes. Ils font des efforts. Est-ce qu'on les montre assez? Est-ce qu'on les explique assez aussi? Ça, c'est peut-être un truc sur lequel on peut se remettre en question. Et c'est vrai que dans une pub de 30 secondes, on ne le voit sans doute pas assez. Ouais. Mylène, vous êtes d'accord avec ça en tant que régie? Je passerai la parole. Oui, totalement. Alors, non, on ne va pas arrêter la publicité. Ça, on est tout à fait alignés. Il y a une autre voie. Il faut effectivement réfléchir à la transformation. Ça a déjà commencé. Mais c'est surtout que c'est à nous de le faire. Nous, on est vraiment les acteurs. Et il y a un pan aussi dont on n'a pas parlé, c'est dans l'accompagnement, on a un vrai rôle à jouer. Et nous, par exemple, on va sortir des études, par exemple une étude barométrique qui s'appelle Sustainable Brand, là pour la citer, qui nous dit que 83% des Français se disent influencés par le caractère engageant d'une marque. Mais dans un même temps, il y a 73% des Français finalement qui se disent que non, les marques de manière générale ne communiquent pas assez sur leur engagement. Il y a même 70% qui ne sont pas capables de citer spontanément une marque. Donc nous, c'est aussi
par le biais de ces études, on espère aussi influencer finalement les stratégies des entreprises, unifier un peu les stratégies qu'on peut retrouver dans les entreprises. Quelle part je vais dédier à mon branding, quelle part je vais dédier à ma promo, quelle part je vais dédier aussi à mes engagements. Mais l'économie n'est pas notre ennemi. Ce n'est pas parce qu'on va mettre en place une communication plus accentuée sur les engagements RSE que ça va être aussi, ou que ça doit être contraire à la logique économique derrière. Caroline, je te coupe là. Non, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Je crois qu'il y a en effet un vrai sujet de ce qu'on met à l'intérieur des communications et peut-être rappeler que consommer, ça n'est pas que faire acheter ou que acheter. C'est aussi louer, c'est aussi réparer, c'est aussi vendre, c'est aussi donner. Et donc, du coup, c'est pareil. C'est des sujets sur lesquels on peut travailler avec les marques qui deviennent les cœurs de contenu des communications plutôt que juste pousser à une consommation sureffrénée. Donc, voilà, il y a aussi une réhabilitation potentiellement du mot consommer, je pense, sur ce sujet qui est intéressant à voir. Et une fois encore, on va y arriver, mais ça va prendre du temps, oui. Gilda, votre opinion sur régulation, autorégulation? Alors en 2 mots, parce que moi je veux bien plus qu'une question de la salle, parce que c'est ce qui m'intéresse peut-être le plus. Une dernière question d'ouverture et après on prendra les questions. Alors un mot. Les associations qui disent que la régulation professionnelle c'est copain coquin et faudrait être plus dur et donc ça serait mieux que ce soit l'État par une autorité de tutelle qui gère le sujet de la publicité, parce que là on parle de publicité, la communication c'est plus large, je vais vite. Le jour où on me dira que l'État est capable de régler le problème du porno qui fait que n'importe quel gamin de 12 ans peut regarder des scènes immondes sur Internet, j'entendrai la voix de ceux qui disent « Ah, une autorité de tutelle, c'est génial ». Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on a discuté avec le législateur au moment de la loi climat et résilience, ils étaient nombreux, des amis de Mathieu Orphelin que j'embrasse, à dire il faut absolument qu'il n'y ait plus de pub sur ça, plus de pub sur ça, plus de pub sur ça. Mais bon sang de bois, que le législateur ou que le gouvernement prenne ses responsabilités et interdise un produit. Si la clope, ça tue, eh ben, on interdit la vente de la clope. Si l'alcool, ça tue, mais systématiquement, le Roundup, vous savez que ça se vend encore. On n'a pas le droit d'en faire publicité. Donc moi, tant que ce truc-là n'est pas réglé, bon. Et puis, dernier truc, parce qu'après, j'aurai plus la parole, la communication et la RSE, parce que je veux revenir au sujet de ProDurable et de toutes les discussions qu'on a eues pendant ces 2 jours, c'est une alliance tacite entre... Moi, ça a été le succès de mon agence, des DIRCOM qui venaient me voir en disant « Oh là là, Nadine et Jean-Pierre au bout du couloir, là, leur truc c'est jargonneux, on ne comprend rien, c'est des tableaux Excel, c'est intraduisible pour la communication envers nos publics. » Et on avait en face des directeurs RSE qui disaient « Oh, au secours, les communicants, ils sont bas du front, ils font des raccourcis, ils font du greenwashing, ils sont incapables d'aborder la complexité de nos sujets. » Donc moi, voilà, après je me tais, je pense que oui, la communication est un maillon essentiel pour les directions RSE. Il faut faire des alliances tacites entre les gens de la RSE, les experts de la RSE et les experts de la communication. Et puis, il faut choisir dans vos conseils des gens qui sont capables et qui sont formés à ça, de façon à faire alliance pour pouvoir aider à ce que les directions générales comprennent que les publics, les clients, les consommateurs, les collaborateurs qui sont tous en train de fuir en disant « Ah non, moi je ne me prends pas la tête pour faire du marketing, pour vendre des sacs, c'est pas ma vie. Voilà. » Pour qu'on retrouve ensemble la capacité d'avoir une promesse d'avenir qui nous fasse un peu d'air. Voilà, j'ai terminé. Merci. Ultime question d'ouverture, et puis après on passera aux questions de la salle. Juste synthétiquement, en quelques mots, selon vous, pour vous, votre idée de la communication de demain. À quoi la communication de demain ressemblera, Mylène? On peut faire en cheminant. Ouais, très court. La communication de demain, on la voit aussi comme un véritable outil. Comme un outil qui peut amener une transformation des business de chacun. Alors ça va être sur l'environnemental, comment est-ce qu'on va réduire notre consommation, proposer des systèmes plus vertueux, sur le social, être plus solidaire, aussi sur le sociétal, essayer de pallier un petit peu aux stéréotypes, amener plus de diversité, d'inclusion. Mais demain, pour moi, je le vois ensemble et vraiment comme un outil. Moi, je la vois, alors j'espère plus joyeuse et pas qu'elle soit un petit peu plus porteuse d'un avenir positif déjà.
Et je pense surtout, j'espère, plus transparente et plus honnête. Je vais prendre un exemple concret. Récemment, on a diffusé une série qui s'appelle Les Randonneuses, qui parlait de femmes atteintes de cancer, etc. Et on a une grande marque de crème connue qui nous a approchés, qui souhaitait sponsoriser l'émission parce que c'était une crème pour les peaux suite à des traitements de radiation, etc. C'était la première fois qu'on avait un spot de pub qui montrait réellement des femmes avec des peaux abîmées, avec le crâne rasé, etc. C'est pas forcément très joyeux pour le coup, mais au moins c'est aussi ce qu'on veut voir, c'est la réalité des choses, c'est oser raconter des histoires différentes, montrer des personnes différentes, mais avec transparence et honnêteté. Et je pense que cette pub-là nous a beaucoup touchés et c'était en contexte et c'était hyper cohérent. Et ça, j'espère qu'on aura beaucoup plus aussi de communication comme celle-là demain. Et c'était un travail conjoint, effectivement, RSE comme chez nous, agence, voilà. Donc, moi, j'espère que ça sera une communication avec des gens dedans. On est en train d'être attaqué par des algorithmes avec des gens qui ont des intentions qui sont des intentions extrêmement angoissantes. Vous les noms, vous les avez en tête. Hein. Donc ces gens-là sont en train petit à petit de grappiller tous les budgets de communication. À chaque fois que vous investissez sur les méta et autres, sachez que c'est de la perte de valeur des consultants, des communicants, dans les agences. Nous, on se donne un mal de chien avec Caroline à la commission RSE de la ACC pour faire en sorte qu'il y ait des formations, qu'on ait des labellisations de ces trajectoires. À chaque fois que ces gens-là gagnent du terrain, la démocratie perd. Voilà. Je le dis sentencieusement, mais soyons super clairs entre nous. Si on continue à aller vers cette pente-là, ni vous ni moi, moi je ne serai plus là puisque j'ai pris de l'avance, mais on ne sera plus là. Voilà. Et moi je pense que dans les messages que nous avons à construire et à véhiculer, on a besoin d'humains, on a besoin de notre intelligence émotionnelle, créative, artistique. Voilà. J'avais dit que je parlerais plus. Merci. Le Xanax n'est pas offert à la fin de la conférence. Non, mais c'est pas pour être déprimé que je dis ça. Faut être extrêmement vigilant, bon sang de bois. Ouais. Tout à fait. Non, mais c'est ça. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, des gens dedans, mais derrière aussi qui font la pub. Hein, parce oui, non, quand je disais dedans, dans le secteur. Dans le secteur. Et non, moi, pour moi, la pub de demain, ça sera la pub qu'on commence à voir tout doucement aujourd'hui. Et je pense sincèrement que voilà, si vous regardez les communications aujourd'hui, ça frémit. Et donc moi, je pense sincèrement, j'allais dire je rêve, mais non, je pense sincèrement que la pub de demain sera celle d'aujourd'hui qu'on commence à voir. Moi, je rêve, je suis une grande rêveuse. Donc moi, je rêve d'une communication qui s'attache au savoir-être, au pluriel, les savoir-être, avec soi, nos proches, ceux qu'on aime, la société, le monde, pour administrer ce grand village global dans les meilleures conditions et en revenant à des essentiels, mais des essentiels qui nous font du bien, la santé, s'alimenter, être ensemble, vivre ensemble, voilà. Qu'on s'attache plus au savoir-être qu'au savoir-faire, qu'on s'attache plus au savoir-être qu'à l'avoir. Voilà, mon rêve de communication pour demain. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin du panel. Merci à vous. Il nous reste 10 petites minutes pour prendre quelques questions dans la salle. Donc, s'il y a quelques questions, n'hésitez pas à vous manifester. Oui, nous avons une première personne. Parfait. Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos interventions. Je crois comprendre que la communication telle que vous l'avez véhiculée, c'est de prendre ses responsabilités. Je pense que c'est le message que vous nous faites passer. Malheureusement, il y a encore de la communication sur les engagements. Donc j'aurais envie de dire que c'est peut-être là où le bas blesse, c'est peut-être de juste communiquer sur ses responsabilités. Un exemple de petit pas avec Renaud nous l'a été donné. Si on prend un peu de hauteur de vue, la responsabilité, c'est peut-être d'éviter de parler du score carbone, zéro émission pour un SUV électrique. On sait que c'est des produits quand même très polluants. Je suis ancienne directrice de régie publicitaire, donc je sais à quel point on dépend de ces budgets-là. Et le modèle économique des agences et des régies dépend de ça. Du coup, ma question derrière tout ça, c'est comment vous anticipez votre propre adaptation en termes de business model. Vous savez qu'il faut véhiculer le mieux consommé, donc moins consommer. La publicité est responsable de la surconsommation, il y a des études là-dessus. Donc comment vous jouez ce pas d'avance dans votre propre adaptation, parce que vous devez faire adapter vos annonceurs.
comment vous jouez ce pas d'avance qui ne soit pas forcément un petit pas de côté, peut-être dans la radicalité, je ne sais pas, mais j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus parce qu'on sent qu'il y a l'envie chez vous. Et voilà, moi, je cherche ce côté radical. Hein. J'ai quitté le monde de la publicité parce que, d'un point de vue radical, il fallait que j'en sorte. Mais voilà, je vous observe avec attention. Moi, je vais répondre sur la partie engagement TF1. Nous, on a pris des engagements fermes et qu'on est en train de se faire certifier par le SBTi de faire moins 30% de CO2 d'ici 2030 sur tous nos scopes. Sauf que derrière, c'est une chaîne, c'est-à-dire où on implique énormément de fournisseurs, c'est-à-dire qu'on implique indirectement tous les producteurs de flux de fiction, etc., les annonceurs, nos fournisseurs tech, et donc on a une feuille de route très claire sur l'éco-production, la sobriété numérique, les achats responsables, etc. On a une trajectoire qui va être suivie, on a un groupe coté, on dépend de Bouygues qui est aussi très regardant là-dessus. Par contre, sur notre modèle d'affaires, je le disais très ouvertement tout à l'heure, on n'a pas encore eu l'idée miracle pour se dire... Le modèle de TF1, c'est quoi demain sans la pub? Parce qu'à la limite, même si TF1 bascule plutôt en plateforme de streaming digital, elle va vivre aussi par la pub. Ou éventuellement de l'abonnement, mais ça restera ça. Par contre, on mise sur le fait qu'en ayant embarqué avec nous les producteurs de contenu, les annonceurs, etc., eux se seront transformés et donc on aura sans doute quand même de la pub, mais peut-être pas du SUV électrique dont vous parliez. En fait, c'est là-dessus que nous, on se projette et c'est pour ça qu'on accompagne aussi ces acteurs-là. Dès maintenant, nos collaborateurs, nos annonceurs, nos fournisseurs, on leur impose des fois, pas aux annonceurs, mais en tout cas à nos fournisseurs, quand on achète en tout cas de la tech ou quand on achète des contenus, on leur impose vraiment des clauses carbone, des clauses d'éco-responsabilité. Ça, on le fait déjà. Donc c'est une manière d'embarquer. Et du coup, au niveau du scope 3, donc effectivement les parties prenantes, les fournisseurs, mais au niveau du scope 3 qui est l'annonceur, qui est finalement votre impact, il est là où vous véhiculez un produit potentiellement polluant, donc l'automobile, le gambling. Alors, dans notre scope 3, dans notre scope 3 à nous, on a éventuellement la publicité de Renault, mais on n'a pas les émissions de la voiture qu'un tel aura acheté. Non, mais c'est pas là où il y a le principal des impacts au niveau de l'émission. De toute façon, ils sont électriques maintenant, tout va bien. Ils sont au niveau de la fabrication. Ça rentre pas dans notre scope à nous, pour le coup. On aura éventuellement la production du spot ou le carbone de la diffusion du spot, mais on n'aura pas... Pour pas être trop technique, on peut en reparler tout à l'heure sur la radicalité. Juste un truc. Aujourd'hui, il y a de l'argent, il y a des moyens, il y a de la créativité, il y a de l'intelligence. C'est juste une question de transformation des modèles. Si on arrêtait de faire des compètes à la con, sur lequel se crame un argent de dingue, qui fait qu'on vend plus cher les créations à ceux qui... Bon, des choses comme ça. Ils sont blindés d'annonces. Demandez au Figaro aujourd'hui si vous pouvez trouver des encarts. Ils disent on va essayer de vous en mettre. Il y en a plein. Il faut en mettre moins. Il faut que ça soit plus cher. Parce qu'il y a un confort de lecture. Il y a plein d'endroits où on crame de la valeur par manque d'intelligence collective, mais on y travaille. Il y a aussi certains espaces qu'on vend moins cher à des entreprises de l'ESS, par exemple. Ça, il faut que ça... Voilà, il y a Radio France qui s'était lancé là-dedans. Vous aussi, je crois, chez TF1. Voilà, il y a des pépites qu'il faut faire grandir. Quand on dit croissance ou décroissance, il y a quand même des choses qu'il faut faire croître et vite et fort. Toute l'ESS, toutes les sociétés coopératives d'intérêt collectif, je ne leur souhaite que des points, des pleins de zéro de croissance. Eux, il faut vraiment les aider à croître et je pense qu'il y a des espaces qui leur sont de plus en plus dédiés. Et sur les engagements, c'est vrai qu'on n'a pas non plus parlé quand même de tous les acteurs, les comédiens, les chanteurs, et les influenceurs au sens... plus bas de gamme du terme, on va dire, mais toutes ces personnes-là qui sont sur les réseaux aujourd'hui, alors que nous, on va diffuser dans nos contenus ou qui, par elles-mêmes, diffusent leur vie sur les réseaux, c'est eux aussi qui communiquent un certain imaginaire à tout le monde, particulièrement les jeunes, mais pas que, en fait. Et eux aussi, il y en a qui s'engagent et d'autres pas du tout. Donc il y a aussi quelque chose à regarder de ce côté-là. Nous, on embarque, comme je vous le disais, les producteurs, on essaye de former tant bien que mal, mais c'est pas forcément nos contacts les plus directs, les scénaristes, les créatifs, etc. Mais derrière, on a des comédiens, je pense à Lucie Lucas par exemple, qui est hyper engagée à titre perso. Donc sur ses réseaux, elle montre vraiment tout ce qu'elle fait, et dans les séries qu'on produit avec elle, elle change même le scénario des fois pour distiller sa propre vision écologique des choses. Mais des comme elle, il y en a très peu aujourd'hui, et très peu osent s'engager, et vont continuer de nous demander des avions, des hôtels de luxe sur les tournages. Donc en fait, c'est aussi ça qu'il faut changer, je pense, en termes d'engagement.
Et juste aussi sur les agences de communication, nous, on a une force d'influence incroyable, mais pas une force décisionnelle. Mais c'est pas grave, il faut quand même qu'on se serve de cette force d'influence, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Je vous donnerai juste un exemple. Notre PDG au niveau France, qui s'appelle Agathe Bousquet, a envoyé un courrier à tous nos clients en septembre pour dire, en ce moment, c'est le moment des briefs de l'année d'après. On vous invite à réfléchir sur quel sujet vous allez faire vos communications, quels produits vous allez mettre en avant, quels services vous allez mettre en avant, qui ait moins d'impact pour l'environnement. Donc voilà, c'est en faisant ce genre de choses, en continuant à essayer d'user de notre pouvoir d'influence, qu'on va y arriver. Merci beaucoup. On arrive à la fin. On ne va pas donner plus longtemps, sinon je ferai taper sur les doigts par Produrable. Merci beaucoup en tout cas à tous. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.